Bonjour Timothée, Bonjour Martin, bienvenue dans Super Hero. merci de l'invitation. Avec plaisir, on est ici aujourd'hui dans les locaux d'Amos, où tu es formateur, donc merci de nous accueillir. Ravi, c'est un peu comme à la maison ici, effectivement. J'ai envie de commencer cet épisode en rentrant directement dans le vif du sujet. Voilà, tu as été formateur assez jeune, comment on devient formateur à 22 ans? J'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément une méthode magique, c'est plus une histoire de rencontre. J'ai créé mon entreprise et très rapidement on m'a proposé d'être formateur. Une première école m'a contacté, la proposition était alléchante, je me suis dit c'est incroyable de pouvoir être formateur à 22 ans, mais à la fois l'offre commerciale n'était pas assez attractive et j'avais cette exigence aussi d'être valorisé à un juste niveau. Donc j'ai refusé l'offre et dans la foulée j'ai rencontré Stéphane Herbert, le directeur d'Amos Rennes à l'époque et qui est d'ailleurs toujours directeur à Amos, et Tony Roland qui était directeur adjoint. Et on a eu un super feeling, on a échangé sur T-Sport, sur l'entreprise en elle-même. L'idée au départ c'était de leur vendre de la publicité et très rapidement ils m'ont dit mais en fait Timothée, ce qui nous intéresse chez toi c'est que tu deviennes formateur chez nous. Et ils m'ont fait une proposition qui était pour le coup beaucoup plus attractive et intéressante aussi d'un point de vue financier. Et il y avait eu un super feeling avec Tony, avec Stéphane, une vraie compréhension aussi des enjeux de la formation actuelle. Ils m'ont rapidement dit si tu deviens formateur chez nous, l'idée c'est vraiment que tu crées des cours qui soient les plus proches possibles de ce que toi t'aurais aimé avoir en cours. Et donc là c'était super pour moi, ça m'a permis de devenir formateur, d'être au plus près des jeunes. Et malgré mon jeune âge et le fait que j'avais que 22 ans, j'avais déjà cette envie de transmettre depuis très longtemps. Et donc ça a été aussi une forme de reconnaissance, une forme aussi d'atteindre d'un de mes objectifs, parce que je me satisfais jamais de ce que j'ai. C'est une des particularités que j'ai dans mon parcours, c'est que j'ai toujours envie d'aller plus loin. Et donc ça fait maintenant 5 ans que je suis formateur à Amos, avec une évolution en termes de niveau, en termes de classe, en termes de matière. Mais j'adore ce que je fais et j'aime justement cette proximité aussi avec les jeunes et garder aussi, être vraiment au contact des jeunes générations, de comprendre aussi quels sont leurs besoins, quels sont leurs freins, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent et pouvoir adapter le cours aussi en fonction de ça et puis faire surtout du concret parce que c'est ça que les jeunes ils veulent. Ouais, totalement, c'est un sujet d'actualité. Et donc tu as parlé d'évolution, quand tu es arrivé ici il y a 5 ans, sur quelle formation tu as donné et versus qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Au tout départ, donc j'avais un cours en licence 3 sur le marketing, l'étude de marché. Et petit à petit, moi je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était justement des cours plus concrets. Le marketing, ça reste quand même très théorique. Et l'idée, c'était de se développer sur la partie mon cœur de métier, donc la communication orale, l'entrepreneuriat et la négociation commerciale. Donc c'est les 3 cours que j'ai actuellement. Au tout début, j'étais un peu réticent à avoir des premières années, puis je me suis rendu compte que c'était intéressant aussi de voir l'évolution des étudiants entre quand ils arrivent à Amos en première année et quand ils sont diplômés en Master 2, donc on les voit pendant 5 ans. Et j'ai un cours d'entrepreneuriat que j'adore, où j'ai une 40aine d'heures avec des étudiants, où ils développent un vrai projet entrepreneurial. Je leur demande que ce soit le plus concret possible, pour justement les confronter aux réalités, que ce soit le statut juridique, que ce soit le business plan, le business model, et puis réaliser un projet qui soit le plus concret possible et qui soit surtout réalisable. Ok, c'est très intéressant. Et quand t'as commencé, quand t'es arrivé en tant que formateur, est-ce que t'avais peut-être des bagages avant, des expériences qui ont fait qui t'ont aidé à transmettre, qui t'ont donné aussi de la matière, qui t'ont donné des outils? Je pense qu'il y a certaines personnes, des anciens intervenants ou intervenantes que j'avais moi quand j'étais en école en DUT de commerce ou en école de journalisme. Je pense notamment à Delphine Bégaud qui était une prof de communication orale qui avait une exigence très très pointue sur la répétition des mots-clés, sur le ton, la posture, le regard, etc. Et je me suis rendu compte que cette exigence-là m'a permis aussi d'être très exigeant avec moi-même et de l'être aussi avec mes étudiants maintenant, notamment sur la com orale. La com orale, pour moi, c'est la base de tout. Quand on communique là, c'est notre com orale. Quand on est à la caisse du supermarché, c'est la com orale. Quand on rencontre une fille ou un garçon, c'est pareil, on échange avec les autres, c'est la communication orale. Donc c'est quelque chose de très important et je pense que j'ai essayé aussi de tirer profit de toutes les compétences et tous les apports que j'avais eus
en école de commerce et en école de journalisme avec d'autres intervenants pour me dire voilà ce que j'ai envie de faire ou voilà ce que je n'ai pas envie de faire. Et donc ce bagage-là m'a aidé, mais après il y a une réalité, hein, Martin, la première fois que je suis arrivé en cours, j'avais 22 ans et que je suis rentré dans la salle et que j'étais face à des étudiants qui payaient 7, 8, 9 000 euros l'année, je me suis rapidement dit est-ce que Timothée était légitime? Et en fait je me suis rendu compte que par mon CV, par mes expériences, par l'audace que j'avais eu aussi de créer mon entreprise et mon média, on y reviendra après j'imagine, mais ça m'a permis aussi d'ouvrir la porte de la formation et très rapidement je me suis rendu compte que oui, j'étais légitime, oui j'ai apporté aux étudiants et leur retour aussi était très formateur, ce qui m'a permis d'évoluer et je pense que aujourd'hui je suis plus le formateur que j'étais il y a 5 ans, j'ai aussi pris de l'expérience, j'ai réussi à m'adapter aussi à l'évolution des générations parce qu'on se rend pas forcément compte, mais en 5 ans il y a beaucoup de choses qui bougent. L'arrivée de l'IA, de ChatGPT, de l'évolution aussi des modes de consommation, de la concentration des jeunes. Il y a des jeunes, au bout de 10 minutes, ils sont plus concentrés, donc réussir à aller les chercher, réussir à les motiver, leur donner envie de venir en cours. Et tout ça, c'est quelque chose qui est très formateur, même pour moi. Donc j'apprends beaucoup de choses grâce aux étudiants. Et est-ce que en tant que finalement jeune formateur, est-ce que c'est plus facile d'accompagner ou de comprendre des jeunes générations? On le voit aujourd'hui, on a des demandes sur le marché du travail qui évoluent avec ces jeunes générations. Est-ce que toi, dans l'école, en tant que formateur, voilà, comment ça se passe, l'accompagnement? Est-ce que toi tu proposes quelque chose en accompagnement particulier, une compréhension particulière? Moi, pendant 3 ans, c'est un cours que j'ai arrêté de donner, mais j'avais un cours de management de son projet professionnel où, en fait, j'accompagnais les étudiants en licence 3. Je leur disais, maintenant, on se pose. Vous avez fait 3 ans d'études, vous avez fait peut-être des alternances, vous avez fait des stages. Quelle est votre expérience? Et surtout, quels sont vos objectifs? Aujourd'hui, vous êtes là. Vers où vous voulez aller et comment vous passez de aujourd'hui à dans 10 ans à un poste de directeur commercial, de responsable marketing, responsable événementiel sur un événement ou dans un club. Et donc c'est de dire quel est le chemin encore qui reste à parcourir, quelles sont les compétences qui me manquent, quels sont mes points forts, mes points faibles et c'est surtout qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est ce que je dis aux étudiants souvent, c'est ok, vous rêvez de travailler au Stade Rennais, vous rêvez de travailler dans un club de triathlon, ok super. Mais comment est-ce que vous allez réussir à atteindre cet objectif-là et quels moyens il faut que vous vous donniez pour justement atteindre vos objectifs. Et ça, c'est quelque chose que je dis très souvent à mes étudiants, c'est il faut se donner les moyens, clairement. Il n'y a rien qui est donné, tu le sais comme moi, et ça tombe pas du ciel. Donc c'est se donner les moyens de son ambition et puis réussir à prendre le temps de se poser, de faire le vide, de se rendre compte de ce qu'on aime, de ce qu'on aime moins, et de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire demain de sa carrière professionnelle. Très bien. Très bien, c'est très, très, très intéressant. Tu parles d'ambition, d'oser. Je sens qu'il y a quelque chose derrière. Une valeur par rapport à ça. Oui, une valeur et puis qui est assez forte chez toi. On a parlé de la formation. Je pense qu'il y a aussi d'autres expériences chez toi qui nourrissent justement cette formation, la pédagogie que tu donnes, que tu as et que tu proposes à tes étudiants. Qu'est-ce que tu as fait avant, si tu peux nous raconter, et comment aujourd'hui ça enrichit ton passé, enrichit tes formations aujourd'hui? Moi, j'ai essayé d'avoir des expériences assez complémentaires. Depuis tout petit, je suis fan de commerce et de journalisme et de sport. Et j'avais envie donc de travailler ou en tout cas d'avoir des études en lien avec ces domaines-là. Donc j'ai fait un IUT en commerce. La première année, j'ai fait un stage en phoning. Donc appel téléphonique, on le sait, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Donc ça a été très très formateur. La deuxième année, j'ai fait un stage en développement d'entreprise d'une filiale d'une entreprise existante à Noël-sur-Vilaine. Ça aussi, ça a été super formateur. Ça m'a permis de voir aussi toutes les facettes de l'entrepreneuriat et j'avais seulement 19 ans, donc ça m'a aussi donné envie ensuite de créer mon entreprise à moi. Et puis en journalisme, pareil, j'ai fait un stage au suivi de l'Olympique Lyonnais, donc se rendre compte comment fonctionne un club de haut niveau. On peut pas contacter un footballeur et lui dire je veux faire une interview de toi, non, ça marche pas comme ça, il y a des étapes à franchir. Et puis pareil, j'ai fait aussi un stage dans un média qui parlait que de sport féminin. Et ça, c'est plein d'expériences qui m'ont permis de voir qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas, et qui ont construit aussi mon parcours professionnel. J'ai aussi acquis un gros réseau au niveau des sportives et des sportifs de haut niveau, que ce soit en Bretagne ou en France entière, ce qui m'a permis ensuite de m'aider dans le développement de mon entreprise par la suite. Ok. Et ça a duré combien de temps ce média? Quand j'ai créé T-Sport, ouais. Moi j'ai créé donc T-Sport, T pour la maison en breton, la maison du sport, donc T-Sport.bzh, avec vraiment un ancrage très fort au niveau local. Et l'objectif c'était de créer en fait un média spécialisé sur l'actualité des sportifs
et des clubs bretons. Moi, je suis un fan de l'équipe, je lis beaucoup l'équipe et je me rendais compte qu'en fait, on mettait pas en avant assez les sportifs bretons et les sportives. Et j'ai d'ailleurs sorti une stat, c'est au JO de Tokyo, la Bretagne, les sportifs bretons ont fait plus de médailles que toute la délégation espagnole réunie. Donc ce qui prouve qu'il y a un vrai ancrage sportif en Bretagne. Pareil, on sait qu'en Bretagne, on est très partisans, voilà, on est fervent défenseurs des valeurs de la région Bretagne. Et donc c'était aussi un axe de mon entreprise. Et en fait, je suis parti d'un problème de mon quotidien, de me dire, je trouve qu'il n'y a pas assez d'actualité sur les sportifs et les clubs bretons. Il faut créer un business là-dedans. J'avais l'avantage d'aimer la communication, le commerce et le journalisme. Et je me suis dit, c'est un poste, en fait, tu es en train de créer un poste sur mesure pour toi. Et j'ai pu créer mon poste sur mesure et lancer ce média-là donc en juin 2021. Et comment c'est arrivé ça du coup? Tu as eu des opportunités, tu t'es dit ok, je vais aller chercher des sportifs. J'avais beaucoup de contacts de sportifs déjà. L'autre point, c'est que je trouvais qu'il y avait un vrai manque sur le marché de l'actualité sportive en Bretagne. On a des mastodontes comme Ouest France ou le Télégramme, mais qui sont généralistes en soi, qui ne sont pas que focus sport. Et j'ai aussi échangé avec beaucoup de sportifs et de sportives bretonnes. J'ai fait 6 mois d'études de marché vraiment intensives, en allant demander aussi aux lecteurs potentiels quels sont aujourd'hui leurs manques, qu'est-ce qui leur manque en termes d'actualité. Et l'idée, c'était aussi d'avoir un média qui était 100% gratuit pour permettre en fait à tout le monde d'avoir accès à l'information. Parce que je suis aussi un fervent défenseur du journalisme et des journalistes en général. Et je le dis souvent à mes étudiants, une information, ça se trouve pas sur Twitter ou sur X, ça se trouve dans la presse. Il y a des médias et il y a trop de fake news et je voulais que justement l'information soit gratuite pour que les jeunes générations puissent aussi avoir accès à une information de qualité, juste et vérifiée de façon gratuite. C'était aussi l'idée de T-Sport en tant que média. Et on me demande souvent, mais comment tu as eu l'idée? Franchement, pour être tout à fait honnête, c'est un matin, je me suis levé et j'ai dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Une lumière. Une magie. Une magie, ouais. Et ça a marché. Et pour qu'on puisse se rendre compte, tu as peut-être une anecdote ou un truc, enfin une anecdote phare qui a peut-être marqué cette période. Une anecdote phare et puis en lien aussi avec le monde de la voile. Quand j'ai créé T-Sport, j'avais 22 ans, j'étais dans mon jardin, si je puis dire, à Cesson à côté de Rennes, et je me suis dit, mais attends Timothée, à 22 ans tu vas lancer un média, comment est-ce que tu vas réussir à te faire connaître? Parce que il y a un vrai besoin de communication, et je me suis dit, il faut absolument que tu fasses appel à des sportifs et des sportives de haut niveau en Bretagne, et que tu crées un réseau d'ambassadeurs. Et donc j'ai été chercher 9 sportifs professionnels. Il y avait Pauline Cotanea en handball, il y avait Pierre Lecor en triathlon, il y avait Jean Lecam en voile. Et c'est des sportifs à qui j'ai dit, en fait, aujourd'hui je suis personne, je veux juste créer un média et je veux soutenir le sport breton. Par contre j'ai besoin de votre audience et j'ai besoin que vous communiquiez pour T-Sport. Et donc j'ai essayé plusieurs sportifs, beaucoup ont dit oui. Et Jean Lecam, je me suis pris clairement un mur. Au début son agent m'avait dit non. Et puis j'ai relancé, et un beau jour j'ai eu un coup de téléphone. Oui, bonjour Timothée, c'est Anne Lecam, la femme de Jean. Je dis oui, bonjour. Et là elle me dit, Jean il est à fond avec vous, il veut soutenir T-Sport, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je lui dis, attendez, je suis surpris parce que j'ai eu son agent, elle voulait pas. Et elle me dit, non, mais c'est moi qui décide. Donc nous, on veut que Jean soit ambassadeur de T-Sport. Et donc Jean Lecam, qui est quand même une référence du sport en Bretagne, même pour les gens qui suivent pas forcément la voile et le sport, connaissent le roi Jean. Clac, 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 quand il change d'angle de caméra, et qui s'est fait connaître notamment sur le Vendée Globe. Et pour moi, ça a été une première réussite et un premier fait marquant. C'est quand on se donne les moyens de son ambition, on peut atteindre des objectifs qui paraissent au départ un peu démesurés et compliqués. Jean Lecam, il a une quinzaine ou une vingtaine ou une trentaine de demandes de partenaires quotidiennement, quoi. Ouais, fabuleux. Bravo déjà pour ça. Ouais, une belle histoire, une belle anecdote en tout cas. Exactement. Et tu sais ce qui a changé, enfin ce qui a leur a permis de prendre ces décisions-là? Je pense que l'idée, c'était ce que m'a dit Anne, c'est Jean Lecam, il se bat beaucoup pour justement rénover des bateaux qui coûtent moins cher, de donner aussi accès au sport à des jeunes qui n'ont pas forcément des moyens financiers énormes, alors que le monde de la voile, on sait que ça coûte de plus en plus cher, et que les athlètes les skippers essayent d'avoir des bateaux de plus en plus spécialisés et de plus en plus efficaces en mer forcément. Et Jean, je pense qu'il s'est dit, il y a un jeune là, il a envie, il va soutenir aussi la Bretagne, et Jean Lecam est un fervent défenseur aussi des valeurs bretonnes, et je pense que c'est ça qui a joué, quoi. Ok, très belle histoire en tout cas. Ouais, c'est une des anecdotes, après il y en a d'autres, mais... Ouais, j'imagine, on aura l'occasion de toutes les entendre. Pour revenir sur la partie plutôt formation,
Est-ce que ces expériences chez T-Sport, est-ce qu'elles t'ont aidé à créer tes contenus de formation? Est-ce qu'elles t'ont aidé lorsqu'il fallait faire face à une audience d'étudiants? Voilà. Quelles compétences peut-être tu as développées initialement et que tu as pu réutiliser derrière? Il y en a plein, il paraît que c'est à la mode en marketing de dire qu'il faut plus dire couteau suisse, il faut dire profil slasher. Mais c'est ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est que depuis que j'ai créé mon entreprise il y a 5 ans maintenant, je me rends compte qu'il y a plein de choses que je ne connaissais pas, que j'ai appris en fait en live, quoi. Quand on est entrepreneur, on est comptable, on est journaliste, on est manager, parce que j'ai pris aussi des alternants et des stagiaires. Donc on a aussi un rôle de management, on fait du recrutement, donc c'est aussi dire aux étudiants, en fait, quand vous postulez dans une entreprise, moi, je sais ce qu'on reçoit. Je reçois d'ailleurs des fois des candidatures d'étudiants. Donc, je sais aussi aujourd'hui quelles sont les attentes des entreprises. Je suis en live dans le métier, quoi. J'ai pas 70 ans ou 65 ans retraité. Je suis encore en phase avec ce monde-là et pareil, il y a une proximité générationnelle qui fait que je pense que, et c'est ce qui me disent beaucoup, c'est que le fait que j'ai aujourd'hui 27 ans et qu'on n'ait que 5-6 ans d'écart, ils prennent peut-être plus au sérieux. Et pareil, j'ai aussi un profil qui est peut-être plus atteignable. Ils se rendent compte que j'ai pas fait, j'ai développé une entreprise certes et ça marche et évidemment il y a beaucoup de fierté par rapport à ça. Mais il y a aussi une réalité de dire que aujourd'hui, ce que je fais c'est atteignable, quoi. Soit ça paraît pas démesuré, on se dit pas non, je pourrais jamais y arriver. C'est ce que je leur dis souvent, c'est si vous vous donnez, on en revient toujours au même, mais si vous donnez les moyens de votre ambition, vous pouvez atteindre ces objectifs-là. Donc on va dire que c'est peut-être plus des soft skills que j'ai appris vraiment grâce à l'entrepreneuriat, plus que des compétences pures théoriques, quoi. Et t'en parles souvent de tes expériences, aux étudiants par exemple, tu parlais de ton parcours, ça les inspire. Est-ce que toi t'en parles en cours? J'en parle énormément et c'est aussi pour ça que je suis intervenant à Amos. C'est ce qui a convaincu Stéphane, je pense, de me recruter. C'était le fait que à Amos, il n'y a que des formateurs qui sont la semaine ou en tout cas certains jours de la semaine ou le week-end sur les événements. Donc on est au plus près de ce qui se passe sur le terrain. Et l'idée, c'est ce que je dis aux étudiants, c'est peut-être que lundi, mardi, on sera sur le terrain, mercredi, on viendra faire cours, on vous racontera ce qui s'est passé lundi et mardi. On est sur du concret, on n'est pas en disant peut-être qu'on fait ça, et puis on n'est pas, c'est ce que je dis souvent aux étudiants aussi, on n'est pas prof, on est intervenant. Donc on est des professionnels dans un secteur d'activité et on vient vous raconter ce que nous on vit dans notre quotidien. Dans le quotidien, il n'y a rien de mieux d'avoir quelqu'un qui est actif et qui explique son quotidien et qui donne vraiment les clés du marché. Les étudiants, ce qu'ils veulent, c'est du concret. Et plus ce sera concret, plus ça va leur plaire. Le théorique, ça c'est plus d'actualité aujourd'hui. Ouais, bien sûr. J'ai envie de te demander ta première formation. Est-ce que quand t'es arrivé la première fois, comment tu l'as ressenti? T'as eu des doutes, t'as eu de la peur, t'étais très à l'aise dès le début? Oh non, pour être honnête, au début, il y a une certaine peur. Il y avait aussi un écart d'âge, c'est-à-dire que la première fois que j'ai donné cours, il y a un étudiant qui me dit « Mais monsieur, moi j'ai 27 ans, vous en avez 22, ça me fait bizarre d'avoir un intervenant plus jeune que moi. » Et ça m'a fait aussi bizarre d'avoir un étudiant plus âgé que moi, mais en soi, c'est une question aussi de légitimité, de voir qu'est-ce que dégage la personne en face. Et c'est ce que je dis très souvent, c'est que quand je démarre devant une nouvelle classe, je pense que j'ai 15 minutes pour les convaincre que je suis légitime. Je pars de ce principe-là, mais je pense que c'est pareil dans chaque domaine. On se rencontre, quand on s'est rencontré la première fois, c'est pareil. T'as 15 minutes où tu te dis, qui c'est face à moi, je le connais pas. Est-ce que cette personne me paraît sensée ou non? Est-ce que on décèle ou pas des compétences? Et je pense que c'est ça que regardent les étudiants, surtout dans une école de commerce qui coûte quand même assez cher. C'est de se dire, est-ce que l'intervenant que j'ai face à moi, il est légitime par rapport au cours qu'il a? Et donc, forcément, le premier cours que j'ai donné, c'était un cours de marketing. Donc j'ai passé beaucoup de temps à préparer mes cours. Je voulais que ce soit le plus près possible. Pareil, ça fait peur au début, tu te dis je vais arriver en cours, là j'ai 4 heures. Il faut que je tienne une classe de 25 étudiants pendant 4 heures. Et donc il faut qu'il y ait du contenu, il faut qu'il y ait de l'info, il faut leur apprendre des choses. Moi ce que je veux surtout c'est leur donner plein d'éléments, plein de tips pour que justement ils puissent progresser. Moi c'est ça qui me plaît, c'est de voir mes étudiants progresser et de les voir atteindre leurs objectifs. Bien sûr, j'imagine. Et puis, en te souhaitant tout le plein de réussite sur l'accompagnement de ces étudiants. Non, mais c'est une super expérience et je recommande souvent même à des personnes plus âgées. Pour moi, c'est super enrichissant d'être formateur. Et je recommande à tout le monde d'être formateur, même si c'est une fois par mois ou une fois par an. On apprend énormément auprès des jeunes et ça nous permet aussi de rester en phase avec le marché du travail, quoi. Parce que le marché du travail, il évolue tellement vite
et puis les attentes des jeunes, on en reparlera peut-être après, mais aussi comment est-ce qu'on manage un jeune qui a 20 ans aujourd'hui. C'est pas la même chose qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans, quoi. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de formateurs justement qui disent ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que je leur apprends des choses, mais eux aussi en retour m'apprennent beaucoup de choses. Et finalement, tu te rends compte que c'est. On fera le lien aussi, on fera le lien sûrement avec Yao aussi, mais c'est pareil, c'est le rôle de parrain filleul, c'est je donne, mais je reçois aussi énormément, et c'est pour ça que je prends énormément de plaisir aujourd'hui à être formateur. Super, et ouais. Mais ça reste un complément, c'est-à-dire que ça reste une petite partie de mon job, mais je pourrais pas être formateur à temps plein, quoi. Et j'ai aussi envie parce que finalement tu as appris beaucoup de choses tout au long de tes expériences, j'ai aussi envie de parler d'un sujet qui peut être intéressant, qui est, alors tu as dit au début, T-Sport c'est un média, qui a ensuite évolué. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as appris peut-être d'un certain échec ou de remise en question, et pour donner naissance à autre chose qui correspondent peut-être plus. Voilà. Comment ça s'est passé? En fait, ça s'est passé, le choix m'a été un peu imposé, si je puis dire. J'ai créé T-Sport en juin 2021, on a publié des articles pendant à peu près 2 ans et demi. Donc on couvrait toute l'actualité des sportifs et des clubs bretons professionnels au niveau de toute la Bretagne. Au tout début j'étais tout seul, ensuite j'ai pris un alternant, il y avait aussi des stagiaires. On essayait de faire tourner un peu le modèle économique. L'idée aussi c'était de faire confiance aux jeunes. Très rapidement, je me suis dit, moi j'ai envie, parce qu'il n'y a rien de pire que faire un stage et s'ennuyer en stage. Je voulais des stagiaires et des jeunes qui soient intéressés et motivés. Pareil, l'alternant Émeric Fiodrin que j'avais pris en alternance, c'est un étudiant que j'avais en cours à Amos, que j'avais pu repérer et que j'avais vu qu'il avait une vraie envie, une vraie motivation d'être journaliste. Un super recrutement, un étudiant qui était pas forcément, qui connaissait pas les bases du journalisme au début et qui aujourd'hui travaille chez Ouest France. Donc je me dis que ça aussi c'est une vraie réussite pour moi et un plaisir d'avoir pu l'accompagner dans son développement professionnel. Donc pour revenir plus sur la partie T-Sport, on a publié 2500 articles, on avait à peu près 150 000 lecteurs uniques par mois, donc ça tournait très bien si je puis dire. Et en fait un beau jour on a eu une grosse attaque informatique, un lien de redirection, il y a un virus qui a été ajouté au site et en fait on s'est pas fait hacker les données, mais il y avait un lien de redirection vers des sites russes. Et donc ça alerte quoi. Un matin tu te lèves, t'as plein de messages de lecteurs qui te disent mais attendez c'est quoi votre site, il y a un souci. Et puis très rapidement je me suis rendu compte qu'on avait été attaqué et que on pouvait rien y faire quoi. C'était quelque chose de subi, ça a été une très grosse claque parce que j'ai investi énormément de temps, énormément d'argent. Et puis je dis souvent T-Sport c'est un peu mon bébé quoi. Je suis le papa de T-Sport, c'est une idée que j'ai créée de toutes pièces. Je me suis beaucoup battu pour la développer et un beau jour ça tombe et pendant 2-3 mois je me suis dit est-ce que je relance un média, mais dans ce cas-là il faudrait que je mette des vrais moyens sur la sécurité, ou est-ce que j'arrête? Et j'ai finalement décidé d'arrêter. Mais par contre c'était hors de question d'arrêter l'entrepreneuriat. Quand on tombe dans la marmite de l'entrepreneuriat, je pense que c'est pour toute la vie, ou en tout cas pour une longue partie de vie. Et l'idée c'était de garder la marque T-Sport et de garder T-Sport en tant qu'entreprise, mais de changer de cap. Et donc après cet échec, parce qu'il faut appeler un chat, c'était un échec. Moi j'ai beaucoup dit que je voulais être le média numéro 1 de l'actualité du sport en Bretagne, et finalement au bout de 2 ans et demi ça s'est arrêté bien trop tôt selon moi. Et j'ai rebondi en me disant moi ce que j'aime c'est la com orale, là où je suis bon je pense que c'est en com orale, donc j'ai envie de basculer sur la partie vraiment animation événementielle. Et donc aujourd'hui je suis animateur micro, donc speaker, à la fois sur des événements sportifs mais aussi sur des événements institutionnels. Ça peut aller d'un tournoi de foot à un défilé de mode, une remise de diplôme. Voilà, pouvoir mettre en avant les autres au micro. Et en parallèle de ça, je suis aussi donc commercial en freelance pour plusieurs entreprises que j'aide à développer au niveau commercial. Et enfin, ma troisième casquette, c'est la casquette de formateur qu'on évoquait tout à l'heure. Et exactement. Ouais, donc tu as bien rebondi finalement. Ça t'a pris longtemps entre le moment où finalement tu as compris que tu devais bifurquer, tu devais réorienter tes sports, et le moment où tout a été mis en place. Ça a pris, on va dire, 6 mois. Parce que c'est important, c'est ce que je dis souvent, c'est important. Quand on a un échec, il faut déjà comprendre les raisons de cet échec-là. Et puis il faut l'accepter. C'est pas simple d'un matin, ça fait 2 ans et demi que tu bosses tous les jours, quotidiennement, pour informer les gens. Et puis du jour au lendemain, t'as plus ton outil de travail, t'as plus ce que tu chéris tant, et en fait, il y a un peu tout qui tombe, quoi. Moi, très rapidement, je me suis dit, mais Timothée, t'es formateur aujourd'hui parce qu'il y a T-Sport.
Si demain il n'y a plus de e-sport, est-ce que tu resteras formateur? Peut-être pas. Est-ce que tu continueras à gagner ta vie? Bah non. Donc il y a une vraie remise en question et il y a une vraie question de quand on a un échec, il faut déjà accepter l'échec. Et ça prend du temps en fonction de la personnalité. Ça a été aussi très dur au niveau de ma personnalité où moi j'aime évoluer, j'aime progresser, j'aime me développer. Et là ça a été un peu un retour un peu à la case départ, même s'il y avait une super expérience avant. Et de réussir surtout à comment est-ce que j'arrive à rebondir. Et donc toute cette phase-là, ça m'a pris à peu près 6 mois. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir rebondi, mais il y a toujours au fond de moi, quand je parle de T-Sport Média, il y a toujours cette petite cicatrice, cette déception-là de dire que c'est un projet et une aventure entrepreneuriale auquel je croyais beaucoup et qui en plus avait montré qu'on avait un vrai public et une vraie audience. Donc ça a été difficile à mettre en place, mais aujourd'hui j'adore aussi le métier que j'ai. Donc, Et le Sport Média pourra revenir un jour où il y aura... Non, jamais, il n'y a pas forcément l'envie. Ne jamais dire jamais, mais pour l'instant c'est pas d'actualité en tout cas. Pour faire le lien avec l'actualité sportive, mais non, c'est pas d'actualité, on verra peut-être plus tard, mais aujourd'hui je prends énormément de plaisir aussi en communication orale. J'adore cette adrénaline, je me compare pas pour le physique baraque, mais à Teddy Riner. C'est un peu quand je monte sur scène et qu'il y a 600 personnes qui vont me regarder parce que je vais animer une remise de diplôme, j'ai un peu ce petit stress au départ, un peu comme Teddy Riner quand il monte sur un tatami. C'est que tout peut se passer très très vite et à la fois on est sur du live, c'est-à-dire que moi j'ai un métier aujourd'hui, c'est du live, on va pas refaire une remise de diplôme. Donc si je me trompe de nom, si je me trompe de texte, si je suis pas à l'aise, en fait on va pas refaire, il y a pas de replay quoi. C'est pas enregistré, c'est du live. Et ça c'est cette pression là que j'aime aussi un peu en comparaison avec un sportif, je pense, avant de monter ou avant de commencer une compétition. Bien sûr, et comment t'es devenu speaker d'ailleurs? C'était une passion depuis que t'étais petit? Depuis petit, j'ai aimé j'adorais déjà, je pense que j'ai pas mal d'humour et puis j'aimais aussi, j'aimais beaucoup parler. Quand j'étais petit, je commentais devant ma télé les victoires, notamment de Mark Cavendish au Tour de France sur des étapes. J'aimais commenter le foot, j'aimais retranscrire un peu et puis véhiculer des émotions auprès des autres. Et c'est comme ça que je me suis dit un beau jour, mais en fait, si T-Sport Média ça s'arrête, il faut que tu trouves quelque chose pour rebondir. Et en fait, ça a été presque une évidence pour moi. J'étais beaucoup speaker quand j'étais plus jeune, quand j'avais 16-17 ans, j'aimais bien aussi animer des événements, mais de façon bénévole. Et je me suis dit pourquoi pas en faire un métier. Et c'est comme ça que ça s'est mis en place. Ok, très bien, très bien. Et donc finalement, aujourd'hui, qui est vraiment devenu ton métier Ouais, mon métier, c'est un métier passion. Enfin, moi, il n'y a rien de plus cher pour moi. On passe beaucoup de temps au travail, donc c'est important d'avoir un métier passion et un métier qui nous plaît. Et donc aujourd'hui, je trouve que j'ai beaucoup de chance de faire un métier que j'aime, qui me permet aussi de gagner ma vie. Et qui me permet d'être épanoui et de rencontrer plein de personnes aussi. J'aime aussi le côté humain. Magnifique. Magnifique. Il y a un dernier thème que j'aimerais aborder avec toi. Tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais c'est... tu nous as dit que tu avais managé, Oui. notamment des jeunes. Comment, aujourd'hui, selon ton point de vue, comment on manage? Est-ce que, quelles compétences, par exemple, c'est important de développer en entreprise pour quelqu'un pour un étudiant, par exemple, qui va arriver sur le marché de l'emploi. J'imagine aussi ces compétences de management, tu les donnes aussi aux étudiants qui sont en cours. Effectivement. Quelles sont les compétences aujourd'hui que tu peux, qui sont importantes quand on sort d'études? Moi, je pense que en tant que manager, il faut s'adapter à chaque profil. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants, il y a des jeunes qui ont besoin d'être très cadrés. Cette semaine, Martin, tu feras ça lundi, mardi, mercredi. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être plus libres. Et moi, je parle plus d'atteinte d'objectifs que d'obligation de tâches. C'est-à-dire que si moi, demain, j'ai un employé qui est commercial et qui m'amène le chiffre d'affaires et qui atteint ses objectifs de la manière qu'il veut et qu'il y passe moins de temps, plus de temps, qu'il bosse le lundi, qu'il bosse le mardi, moi, ce qu'il me faut, c'est qu'il atteigne ses objectifs et c'est surtout qu'il se donne les moyens. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui soit vraiment motivé. Et il y a une compétence qui, selon moi, et je me rends compte de plus en plus, il y a un terme qui m'est très cher, c'est le mot fiabilité. Aujourd'hui, je trouve que ce qui est le plus important chez quelqu'un, c'est quelqu'un qui soit fiable. On a rendez-vous à 14h, il faut que la personne soit là à 14h. La personne s'engage à être présente en stage pendant 2 mois, elle sera présente en stage pendant 2 mois. Et je trouve que cette notion de fiabilité, elle est essentielle et c'est ce que je dis aux étudiants. Si vous prenez un engagement avec un employeur ou avec une employeuse, pour X ou Y raison, il faut que vous soyez fiable et il faut
vous teniez votre parole, il faut que vous soyez en phase avec ça. Après, je pense qu'il faut aussi s'adapter. Il faut pas faire un management qui soit trop autoritaire en disant moi je pense que c'est comme ça, il y a 20 ans ça marchait comme ça. Non, il faut savoir aussi se remettre en question. C'est le rôle d'un manager ou d'une manageuse, c'est de savoir aussi se remettre en question pour pouvoir s'adapter aux salariés, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient moins jeunes. Mais effectivement, il y a une vraie question en ce moment sur comment on manage cette jeune génération qui a, je pense, une concentration qui est peut-être moins présente que nous, ou peut-être qu'ils ont besoin justement de faire plus de choses différentes. Et moi, c'est ce que je leur dis souvent, c'est restez pas focus que sur un domaine. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, je valorise beaucoup plus les étudiants qui ont des expériences assez polyvalentes et qui arrivent à avoir un profil assez complémentaire. Et d'ailleurs, je pense que ce soit entreprise, que ce soit école, il y a des sujets au niveau de l'intérêt des étudiants, de l'implication. Est-ce que, selon toi, tu vois des solutions justement à ça, des manières, peut-être des façons d'apprendre, d'autres façons d'apprendre, de manière à ce qu'aujourd'hui les étudiants soient plus impliqués ou moins dissipés. Moi, je me rappelle que quand j'avais un alternant au sein de T-Sport, c'était très important de le tenir informé de l'évolution de l'entreprise. C'est-à-dire que même si il n'était pas forcément intéressé par l'entrepreneuriat, j'avais besoin de lui dire et je voulais lui partager pour qu'il se sente aussi valorisé. Déjà faire un point toutes les semaines sur qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il a moins aimé, mais en toute franchise, si cette tâche-là ça te plaît pas, on voit comment est-ce qu'on peut trouver une solution à ça, mais surtout on dit les choses. Le dialogue, c'est la solution à tout problème. Échanger, la voix, on en revient toujours au même, mais l'importance de la communication orale, il y a quelque chose qui se passe mal dans la vie, il faut le dire, il faut parler, il faut savoir aussi s'exprimer, et il faut un manager qui soit à l'écoute. C'est aussi la qualité selon moi essentielle d'un bon commercial, c'est sa qualité d'écoute, savoir écouter l'autre, savoir s'adapter, écouter son ressenti. Et donc le conseil que je donnerais moi c'est vraiment sur un jeune de pouvoir pour l'impliquer, il faut aussi lui donner des objectifs et le tenir informé tout simplement de l'évolution de l'entreprise. Moi quand T-Sport a eu son attaque, première personne que j'ai appelée c'est mon alternant en lui disant Aymeric j'ai une mauvaise nouvelle mais voilà ce qui s'est passé. Parce que pour moi il était aussi important que moi dans l'entreprise, on était deux. On avait tous les deux autant d'importance et c'était donc essentiel de le tenir informé de ses avancées. Ouais, bien sûr. Bien sûr, et est-ce qu'il y a des soft skills, compétences souples, qu'il est important de développer aujourd'hui sur le monde du travail? Il y en a énormément et c'est ce que je dis souvent et j'ai un module notamment soft skills aussi qui est important, mais l'idée c'est de dire aux étudiants vous avez beau avoir des compétences techniques essentielles, l'humain c'est la base de tout. On fait un entretien d'embauche et le côté humain il va être essentiel. Et donc moi je préfère faire confiance à un étudiant comme Aymeric Fiodrin à l'époque qui n'avait pas de compétences en journaliste pur, mais il avait une envie, une détermination, une persévérance. Il m'avait dit mais Timothée, moi mon rêve c'est d'être journaliste, aide-moi. Et en fait je pense que quand on donne on reçoit aussi. Et c'est toujours ce que je dis à un stagiaire ou un alternant quand je prends quelqu'un chez T-Sport, c'est le stage ou l'alternance sera réussi si toi t'évolues et si T-Sport évolue aussi. S'il y a qu'un des deux qui évolue, on sera pas tous les deux satisfaits. Il faut vraiment qu'il y ait une évolution pour les deux. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Après, en soft skills, il y en a plein à travailler, que ce soit la gestion du stress, la gestion du timing, mais ça, c'est des soft skills qu'on travaille au quotidien et qu'il est important de mettre en place au fur et à mesure de son développement professionnel. Ouais, bien sûr. Bien sûr, merci. Merci, et est-ce que tu as peut-être une anecdote en tant que formateur qui t'est arrivé, que tu as eu dans une classe, quelque chose de soit comme ça qui te vient j'ai un exemple avec Léo Lucas. C'est un étudiant en fait. Moi en tant que T-Sport j'ai couvert l'Open de tennis de Brest il y a 3 ans de ça et j'arrive donc en salle de presse et puis quelqu'un m'accueille, c'était Léo Lucas, il me serre la main, il dit bonjour monsieur, enchanté, vous êtes le fondateur de T-Sport, bienvenue en salle de presse, si vous avez besoin d'une interview d'un athlète, d'un tennisman, n'hésitez pas, etc. Et puis très rapidement je lui dis alors vous ça fait longtemps que vous êtes à votre poste chez Rivacom, et puis il me dit non, moi je suis en alternance ici ou en stage, je sais plus, mais je suis en école de commerce. Je dis ah bon? Il me dit oui, je fais Amos à Rennes. Je dis génial, on va se voir en janvier. Et donc ça m'a aussi donné, c'est ce que dit souvent Stéphane Herbert, directeur d'Amos, c'est que moi les étudiants d'Amos, je les croise quasiment au quotidien. Dès que je vais sur un événement sportif en Bretagne, je croise un étudiant d'Amos ou un ancien étudiant. Et donc le monde du sport en Bretagne, il est assez restreint et ça permet en fait de rencontrer, moi j'ai plein d'étudiants que je rencontre sur les événements. Et ça, je trouvais ça marrant
de rencontrer un étudiant. Au départ, moi je pensais que c'était un salarié et qu'il bossait chez Rivacom et qu'il m'accueillait. Et en fait, on s'est dit, bah, je t'aurai en cours dans 2 mois, quoi. Ouais, ça peut arriver, c'est assez marrant, j'imagine. Quand Bah, ça arrive. c'est surtout que l'étudiant en salle de classe et l'étudiant sur un événement, c'est pas du tout la même personne, forcément. Ah bah, bien sûr, j'imagine, entre le monde du travail, enfin en entreprise et puis en classe. Ouais, Il y a une il y a une vraie différence. Ouais. une vraie différence, mais c'est très appréciable d'être en contact avec, pareil, moi j'ai J'imagine, ouais. plein d'étudiants qui m'appellent en semaine en disant, bah Timothée, on cherche un speaker, est-ce que tu serais disponible? Donc il y a aussi cette notion de réseau sportif qui est intéressante en étant formateur ici à Amos. Ouais, bien sûr. Bien sûr, et déjà merci en tout cas pour le moment. Bah écoute, c'était un plaisir, c'est passé très vite. C'est passé très très vite. J'ai une dernière question pour toi. Si tu as un conseil à donner, pas à un étudiant, mais à un formateur, un jeune formateur qui a envie de transmettre, comme toi, à 22 ans, est-ce que tu as des conseils à lui transmettre aujourd'hui? Bah, le premier conseil déjà, c'est d'être formateur dans un domaine qui nous plaît. Moi je me suis rendu compte qu'au début j'étais formateur en marketing, mais c'était trop théorique et je me sentais pas assez presque compétent pour apporter vraiment aux étudiants. Et c'est ce que on dit souvent avec d'autres formateurs, c'est que on est formateur, il faut qu'on apporte quelque chose. Et moi, il y a rien de pire que de me dire je suis devant une classe et en fait j'ai l'impression de rien leur apprendre. Donc ça c'est essentiel pour moi, c'est hors de question d'accepter un cours qui me convient pas ou je suis pas en phase avec le programme. Mais je pense que le seul conseil que je donnerais, c'est donner et vous recevrez. Clairement, c'est ça. Parce qu'on donne beaucoup, parce qu'on donne beaucoup de notre énergie, de notre temps, de notre expérience, mais on reçoit aussi énormément en retour et ça, c'est très appréciable. C'est beau, merci. Merci à toi. Avec plaisir. Et puis, bah, à bientôt. À bientôt.